à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis là sur le canapé, comme toujours, pour poursuivre la lecture de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, fils. Voilà, depuis tout à l'heure, je lis ce livre magnifique, sublime, avec tellement d'amour que ça me fait rêver moi-même. Et voilà, vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Je reprends donc La Dame aux camélias. Donc, Armand raconte l'histoire de sa rencontre avec Marguerite, mais là, il ne l'a pas encore rencontrée, et j'en étais au moment où, justement, pile au moment où il va entrer dans sa loge de théâtre. Donc voilà, donc c'est intense. Alors, quand j'entrais dans la loge, Marguerite riait aux éclats. Et j'aurais voulu qu'elle fût triste. Mon ami me présenta. Marguerite me fit une légère inclination de tête et dit « Et mes bonbons ?» Les voici. En les prenant, elle me regarda. Je baissai les yeux, je rougis. Elle se pencha à l'oreille de sa voisine, lui dit quelques mots tout bas et toutes deux éclatèrent de rire. Bien certainement, j'étais la cause de cette hilarité. Mon embarras en redoubla. À cette époque, j'avais pour maîtresse une petite bourgeoise fort tendre et fort sentimentale, dont le sentiment et les lettres mélancoliques me faisaient rire. Je compris le mal que j'avais dû lui faire par celui que j'éprouvais. Et pendant 5 minutes, je l'aimais comme jamais on aima une femme. Marguerite mangeait ses raisins sans plus s'occuper de moi. Mon introducteur ne voulut pas me laisser dans cette position ridicule. « Marguerite, fit-il, il ne faut pas vous étonner si M. Duval ne vous dit rien. Vous le bouleversez tellement qu'il ne trouve pas un mot. Je crois plutôt que monsieur vous a accompagné ici parce que cela vous ennuyait d'y venir seul, si cela était vrai. Dis-je à mon tour, je n'aurais pas prié Ernest de vous demander la permission de me présenter. Ce n'était peut-être qu'un moyen de retarder le moment fatal. Pour peu que l'on ait vécu avec les filles du genre de Marguerite, on sait le plaisir qu'elles prennent à faire de l'esprit, à faux et à taquiner les gens qu'elles voient pour la première fois. C'est sans doute une revanche des humiliations qu'elles ont souvent forcé de subir de la part de ceux qu'elles voient tous les jours. Aussi faut-il pour leur répondre une certaine habitude de leur monde, habitude que je n'avais pas. Puis l'idée que je m'étais faite de Marguerite m'exagéra sa plaisanterie. Rien ne m'était indifférent de la part de cette femme. Aussi je me levai en lui disant avec une altération de voix qu'il me fut impossible de cacher complètement. « Si c'est là ce que vous pensez de moi, madame, il ne me reste plus qu'à vous demander pardon de mon indiscrétion et à prendre congé de vous en vous assurant qu'elle ne se renouvellera pas. » Là-dessus, je saluai et je sortis. À peine eus-je fermé la porte que j'entendis un 3e éclat de rire. J'aurais bien voulu que quelqu'un me coudoyât en ce moment. Je retournai à ma stalle, on frappa le lever de la toile. Ernest revint auprès de moi. « Comme vous y allez, me dit-il en s'asseyant. Elle vous croit fou. » Qu'a dit Marguerite quand j'ai été partie ? Elle a ri et m'a assuré qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi drôle que vous. Mais il ne faut pas vous tenir pour battu. Seulement, ne faites pas à ces filles-là l'honneur de les prendre au sérieux. Elles ne savent pas ce que c'est que l'élégance et la politesse. C'est comme les chiens auxquels on met des parfums. Ils trouvent que cela sent mauvais et vont se rouler dans le ruisseau. Après tout, que m'importe, dis-je en essayant de prendre un ton dégagé. Je ne reverrai jamais cette femme. Et si elle me plaisait avant que je la connusse, c'est bien changé maintenant que je la connais. Je ne désespère pas de vous voir un jour dans le fond de sa loge et d'entendre dire que vous vous ruinez pour elle. Du reste, vous aurez raison, elle est mal élevée. Mais c'est une jolie maîtresse à avoir. Heureusement, on leva le rideau et mon ami se tut. Vous dire ce que l'on jouait me serait impossible. Tout ce que je me rappelle, c'est que de temps en temps, je levais les yeux sur sa loge et j'avais si brusquement sur la loge que j'avais si brusquement quittée et que des figures de visiteurs nouveaux s'y succédaient à chaque instant.
Cependant, j'étais loin de ne plus penser à Marguerite. Un autre sentiment s'emparait de moi. Il me semblait que j'avais son insulte et mon ridicule à faire oublier. Je me disais que dussé-je y dépenser ce que je possédais, j'aurais cette fille et prendrais de droit la place que j'avais abandonnée si vite. Avant que le spectacle fût terminé, Marguerite et son amie quittèrent leur loge. Malgré moi, je quittais ma stalle. « Vous vous en allez ?» me dit Ernest. « Oui. » « Pourquoi ?» En ce moment, il s'aperçut que la loge était vide. « Allez, allez, dit-il, et bonne chance, ou plutôt meilleure chance. » Je sortis. J'entendis dans l'escalier des frôlements, des robes et des bruits de voix. Je me mis à l'écart et je vis passer sans être vu les deux femmes et les deux jeunes gens qui les accompagnaient. Sous le péristyle du théâtre se présenta à elle un petit domestique. « Va dire au cocher d'attendre à la porte du café anglais, dit Marguerite. Nous irons à pied jusque-là. » Quelques minutes après, en rôdant sur le boulevard, je vis à une fenêtre d'un des grands cabinets du restaurant Marguerite appuyée sur le balcon, effeuillant un à un les camélias de son bouquet. Un des deux hommes était penché sur son épaule et lui parlait tout bas. J'allais m'installer à la Maison d'Or, dans les salons du premier étage, et je ne perdis pas de vue la fenêtre en question. À 1h du matin, Marguerite remontait dans sa voiture avec ses 3 amis. Je pris un cabriolet et je la suivis. La voiture s'arrêta rue d'Antin, numéro 9. Marguerite en descendit et entra seule chez elle. C'était sans doute un hasard, mais ce hasard me rendit bien heureux. À partir de ce jour, je rencontrais souvent Marguerite au spectacle, aux Champs-Élysées. Toujours même gaieté chez elle, toujours même émotion chez moi. 15 jours se passèrent, cependant, sans que je la revisse nulle part. Je me trouvais avec Gaston, à qui je demandais de ses nouvelles. « La pauvre fille est bien malade, me répondit-il. « Qu'a-t-elle donc ? Elle a qu'elle est poitrinaire, et que, comme elle a fait une vie qui n'est pas destinée à la guérir, elle est dans son lit et qu'elle se meurt. » Le cœur est étrange, je fus presque content de cette maladie. J'allais tous les jours savoir des nouvelles de la malade, sans cependant m'inscrire, ni laisser ma carte. J'appris ainsi sa convalescence et son départ pour Bagnères. Puis le temps s'écoula. L'impression, sinon le souvenir, parut s'effacer peu à peu de mon esprit. Je voyageais, des liaisons, des habitudes, des travaux prirent la place de cette pensée, et lorsque je songeais à cette première aventure, je ne voulais voir ici qu'une de ces passions comme on en a lorsque l'on est tout jeune, et dont on rit peu de temps après. Du reste, il n'y aurait pas eu de mérite à triompher de ce souvenir, car j'avais perdu Marguerite de vue depuis son départ. Et comme je vous l'ai dit, quand elle passa près de moi, dans le corridor des variétés, je ne la reconnus pas. Elle était voilée, il est vrai, mais si voilée qu'elle eût été 2 ans plus tôt, je n'aurais pas eu besoin de la voir pour la reconnaître, je l'aurais devinée. Ce qui n'empêcha pas mon cœur de battre quand je sus que c'était elle. Et les 2 années passées sans la voir et les résultats que cette séparation avait paru amener s'évanouir dans la même fumée au seul toucher de sa robe. Cependant, continua Armand après une pause, tout en comprenant que j'étais encore amoureux, je me sentais plus fort qu'autrefois. Et dans mon désir de me retrouver avec Marguerite, il y avait aussi la volonté de lui faire voir que je lui étais devenue supérieure, que de route prend et que de raison se donne le cœur pour en arriver à ce qu'il veut. Aussi, je ne pus rester longtemps dans les corridors et je retournai prendre ma place à l'orchestre en jetant un coup d'œil rapide dans la salle pour voir dans quelle loge elle était. Elle était dans l'avant-scène du rez-de-chaussée et toute seule. Elle était changée. Comme je vous l'ai dit, je ne retrouvais plus sa bouche, son sourire indifférent. Elle avait souffert. Elle souffrait encore. Quoiqu'on fût déjà en avril, elle était encore vêtue comme en hiver et toute couverte de velours. Je la regardais si obstinément que mon regard attira le sien. Elle me considéra quelques instants
prit sa lorgnette pour mieux me voir et crut sans doute me reconnaître, sans pouvoir positivement dire qui j'étais. Car lorsqu'elle reposa sa lorgnette, un sourire, ce charmant salut des femmes, erra sur ses lèvres pour répondre au salut qu'elle avait l'air d'attendre de moi. Mais je n'y répondis point, comme pour prendre barre sur elle et paraître avoir oublié quand elle se souvenait. Elle crut s'être trompée et détourna la tête. On leva le rideau. J'ai vu bien des fois Marguerite au spectacle, mais je ne l'ai jamais vue prêter la moindre attention à ce que l'on jouait. Quant à moi, le spectacle m'intéressait aussi fort peu, et je ne m'occupais que d'elle, mais en faisant tous mes efforts pour qu'elle ne s'en aperçût pas. Je la vis ainsi échanger des regards avec la personne occupant la loge en face de la sienne. Je portai mes yeux sur cette loge, et je reconnus dedans une femme avec qui j'étais assez familier. Cette femme était une ancienne femme entretenue, qui avait essayé d'entrer au théâtre, qui n'y avait pas réussi, et qui, comptant sur ses relations avec les élégantes de Paris, s'était mise dans le commerce et avait pris un magasin de mode. Je vis en elle un moyen de me rencontrer avec Marguerite, et je profitais d'un moment où elle regardait de mon côté pour lui dire bonsoir de la main et des yeux. Ce que j'avais prévu arriva. Elle m'appela dans sa loge. Prudence Duvernoy, c'était le renom de la modiste, était une de ces grosses femmes de 40 ans avec lesquelles il n'y a pas besoin d'une grande diplomatie pour leur faire dire ce que l'on veut savoir. Surtout quand ce que l'on veut savoir est aussi simple que ce que j'avais à lui demander. Je profitais d'un moment où elle recommençait ses correspondances avec Marguerite pour lui dire « Qui regardez-vous ainsi ? Marguerite Gauthier. Vous la connaissez ? Oui, je suis sa modiste, et elle est ma voisine. Vous demeurez donc rue d'Antin, numéro 7. La fenêtre de son cabinet de toilette donne sur la fenêtre du mien. On dit que c'est une charmante fille. Vous ne la connaissez pas ? Non, mais je voudrais bien la connaître. Voulez-vous que je lui dise de venir dans notre loge ? Non, j'aime mieux que vous me présentiez à elle. Chez elle ? Oui. C'est plus difficile ? Pourquoi ? Parce qu'elle est protégée par un vieux duc très jaloux. Protégé et charmant. Oui, protégé, reprit Prudence. Le pauvre vieux, il serait bien embarrassé d'être son amant. Prudence me raconta alors comment Marguerite avait fait connaissance du duc à Bagnères. C'est pour cela, continuai-je, qu'elle est seule ici, justement. Mais qui la conduira ? Lui ? Il va donc venir la prendre ? Dans un instant. Et vous, qui vous reconduit ? Personne. Je m'offre, mais vous êtes avec un ami, je crois. Nous nous offrons alors. Qu'est-ce que c'est que votre ami ? C'est un charmant garçon, fort spirituel et qui sera enchanté de faire votre connaissance. Eh bien, c'est convenu. Nous partirons tous les 4 après cette pièce, car je connais la dernière. Volontiers, je vais prévenir mon ami. Allez. Ah, me dit Prudence, au moment où j'allais sortir, voilà le duc qui entre dans la loge de Marguerite. Je regardais. Un homme de 70 ans, en effet, venait de s'asseoir derrière la jeune femme et lui remettait un sac de bonbons dans lequel elle puisa aussitôt en souriant. Puis elle l'avança sur le devant de sa loge en faisant à Prudence un signe qui pouvait se traduire par « En voulez-vous » ? Non, fit Prudence. Marguerite reprit le sac et, se retournant, se mit à... Attendez, voilà. Se mit à causer avec le duc. Le récit de tous ces détails ressemble à de l'enfantillage, mais tout ce qui avait rapport à cette fille est si présent à ma mémoire que je ne puis m'empêcher de le rappeler aujourd'hui. Je descendis prévenir Gaston de ce que je venais d'arranger pour lui et pour moi. Il accepta. Nous quittâmes nos stalles pour monter dans la loge de Madame Duvernoy. À peine avions-nous ouvert la porte des orchestres que nous fûmes forcés de nous arrêter pour laisser passer Marguerite et le duc qui s'en allaient. J'aurais donné 10 ans de ma vie pour être à la place de ce vieux bonhomme. Arrivé sur le boulevard, il lui fit prendre place dans un phaéton qu'il conduisait lui-même, et ils disparurent, emportés au trot de 2 superbes chevaux. Nous entrâmes dans la loge de Prudence. Quand la pièce fut finie, nous descendîmes prendre un simple fiacre qui nous conduisit rue d'Antin, numéro 7.
à la porte de sa maison. Prudence nous offrit de monter chez elle pour nous faire voir ces magasins que nous ne connaissions pas et dont elle paraissait être très fière. Vous jugez avec quel empressement j'acceptais. Il me semblait que je me rapprochais peu à peu de Marguerite. J'ai bientôt fait retomber la conversation sur elle. « Le vieux-duc est chez votre voisine ?» dis-je à Prudence. « Non, pas, elle doit être seule. »« Mais elle va s'ennuyer horriblement, » dit Gaston. « Nous passons presque toutes nos soirées ensemble, ou lorsqu'elle rentre, elle m'appelle. Elle ne se couche jamais avant 2 heures du matin, elle ne peut pas dormir plus tôt. » « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'elle est malade de la poitrine et qu'elle a presque toujours de la fièvre. »« Elle n'a pas d'amant ?» demandai-je. « Je ne vois jamais personne rester quand je m'en vais. Mais je ne réponds pas qu'il ne vienne personne quand je suis partie. Souvent, je rencontre chez elle le soir un certain comte de N qui croit avancer ses affaires en faisant ses visites à 11 heures, en lui envoyant des bijoux tant qu'elle en veut, mais elle ne peut pas le voir en peinture. Elle a tort, c'est un garçon très riche. J'ai beau lui dire de temps en temps, ma chère enfant, c'est l'homme qu'il vous faut. Elle, qui m'écoute assez ordinairement, elle me tourne le dos. Elle me répond qu'il est trop bête. Qu'il soit bête, j'en conviens, mais ce serait pour elle une position, tandis que ce vieux duc peut mourir d'un jour à l'autre. Les vieillards sont égoïstes. Sa famille lui reproche sans cesse son affection pour Marguerite. Voilà 2 raisons pour qu'il ne lui laisse rien. Je lui fais la morale, à laquelle elle répond qu'il sera toujours temps de prendre le compte à la mort du duc. Cela n'est pas toujours drôle, continua Prudence, de vivre comme elle vit. Je sais bien, moi, que cela ne m'irait pas et que j'enverrais bien vite promener le vieux bonhomme. Il est insipide, ce vieux. Il l'appelle sa fille. Il a soin d'elle comme d'un enfant. Il est toujours sur son dos. Je suis sûre qu'à cette heure, un de ses domestiques rôde dans la rue pour voir qui sort et surtout qui entre. « Ah, cette pauvre Marguerite !» dit Gaston en se mettant au piano et en jouant une valse. Je ne savais pas cela, moi. Cependant, je lui trouvais l'air moins gai depuis quelque temps. « Chut !» dit Prudence en prêtant l'oreille. Gaston s'arrêta. « Elle m'appelle, je crois. » Nous écoutâmes. En effet, une voix appelait Prudence. « Allons, messieurs, allez-vous-en, nous dit Madame Duvernoy. Ah, c'est comme cela que vous entendez l'hospitalité, dit Gaston en riant. Nous en irons quand bon nous semblera. Pourquoi nous en irions-nous? Je vais chez Marguerite. Nous attendrons ici. Cela ne se peut pas. Alors nous irons avec vous? Encore moins. Je connais Marguerite, moi, fit Gaston. Je puis bien aller lui faire une petite visite. Mais Armand ne la connaît pas. Je le présenterai. C'est impossible. Nous entendîmes de nouveau la voix de Marguerite appelant Prudence. Celle-ci courut à son cabinet de toilette. Je l'y suivis avec Gaston. Elle ouvrit la fenêtre. Nous nous cachâmes de façon à ne pas être vus du dehors. « Il y a 10 minutes que je vous appelle, » dit Marguerite de sa fenêtre, et d'un ton presque impérieux. « Que me voulez-vous? Je veux que vous veniez tout de suite. Pourquoi? Parce que le comte de N est encore là et qu'il m'ennuie à périr. Je ne peux pas maintenant. Qui vous en empêche? J'ai chez moi 2 jeunes gens qui ne veulent pas s'en aller. Dites-leur qu'il faut que vous sortiez. Je leur ai dit. Eh bien, laissez-les chez vous. Quand ils vous verront sortis, ils s'en iront. Après avoir mis tous en dessus-dessous, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous voir. Comment snobent-ils? Vous en connaissez un, Monsieur Gaston R. Ah oui, je le connais. Et l'autre, Monsieur Armand Duval. Vous ne le connaissez pas? Non, mais amenez-les toujours. J'aime mieux tout que le comte. Je vous attends, venez vite. Marguerite referma sa fenêtre, Prudence la sienne. Marguerite, qui s'était un instant rappelé mon visage, ne se rappelait pas mon nom. J'aurais mieux aimé un souvenir à mon désavantage que cet oubli. Je savais bien, dit Gaston, qu'elle serait enchantée de nous voir. Enchantée n'est pas le mot, répondit Prudence, en mettant son châle et son chapeau. Elle vous reçoit pour faire partir le comte. Tâchez d'être plus aimable que lui. Où je connais Marguerite, elle se brouillera avec moi. Nous suivîmes Prudence qui descendait. Je tremblais. Il me semblait que cette visite allait avoir une grande influence sur ma vie. J'étais encore plus émue que le soir de ma présentation dans la loge de l'Opéra-Comique. En arrivant à la porte de l'appartement que vous connaissez, le cœur me battait si fort que la pensée m'échappait. Quelques accords de piano arrivaient jusqu'à nous. Prudence sonna, le piano se tut.
Une femme qui avait plutôt l'air d'une dame de compagnie que d'une femme de chambre vint nous ouvrir. Nous passâmes dans le salon, du salon dans le boudoir, qui était à cette époque ce que vous l'avez vu depuis. Un jeune homme était appuyé contre la cheminée. Marguerite, assise devant son piano, laissait courir ses doigts sur les touches et commençait des morceaux qu'elle n'achevait pas. L'aspect de cette scène était l'ennui, résultant pour l'homme de l'embarras de sa nullité, pour la femme de la visite de ce lugubre personnage. À la voix de Prudence, Marguerite se leva et venant à nous, après avoir échangé un regard de remerciement avec Madame du Vernois, elle nous dit « Entrez, messieurs, et soyez les bienvenus. » Voilà pour la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas petit. Est-ce que c'est bien, autant d'amour? Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très belle nuit, de faire de très beaux rêves, ou alors une très belle journée, et de faire de très beaux rêves aussi. Bisous.